Salut, c'est MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises. Un podcast de Séance Radio, la web radio du cinéma. MDR, c'est un véritable laboratoire où l'on dissèque, analyse et où parfois on se bidonne devant le genre roi du cinoche français. Aujourd'hui, exceptionnellement, on va se pencher sur une carrière, une trajectoire unique dans les comédies françaises, celle de Jean Dujardin. Au Cinéma Club avec moi ce soir, Alex Herveau, bonsoir. Salut Daniel. Max Besnard. Salut Daniel. Cette ville est absolument magnifique. Et je m'y connais. Alors, diable. Comment font donc les gens ici pour ne pas salir leurs souliers? La plupart n'en ont pas. Elle est bonne celle-là, pas de souliers. J'avoue. Vous savez Hubert, la vie n'est pas toujours facile pour les gens ici. C'est d'ailleurs le propre des dictatures. Une dictature, comme vous y allez. C'est bien sympathique Dolores, mais épargnez-moi vos analyses politiques. Savez-vous seulement ce que c'est qu'une dictature? Une dictature, c'est quand les gens sont communistes. Déjà, ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça, une dictature, Dolores. D'accord. Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs, une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute l'information est contrôlée par l'État? J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle. OSS. Alors, on peut se les écouter en boucle et c'est ça qui est génial avec OSS, c'est que tu peux te regarder des petits bouts d'OSS sur YouTube, tu peux te le regarder en intégralité. Ça me fera toujours rire. J'adore OSS et je pense sans m'emballer, je pense que ce sera à jamais le chef-d'œuvre de Jean Dujardin. Alex, est-ce que t'en penses? C'est sûr qu'en ayant refait un rapide tour de sa filmographie avant de venir ici, je pense que l'affirmation est assez indéniable. Donc ouais, les deux OSS font partie pour moi de des perles de sa filmo, en tout cas versant comique, parce qu'il faut pas non plus oublier, on en parlera, j'imagine que il a pas fait que des comédies. Et je parle même pas des comédies pas drôles, des comédies ratées. Hein, je parle de vrais drames censés être reçus comme tels. Ou des drames qui sont dramatiquement pas bien joués, simplement. Ça dépend. Moi, j'ai quand même moi, un des premiers films dans lequel je l'ai vu en salle, c'était Le Convoyeur de Boukrieff, aux côtés de Dupontel, qui était le premier rôle. Et lui faisait un de ses collègues, et il avait été Boukrieff avait un peu fait un pari pour le prendre parce qu'il était en plein dans le succès, un gars, une fille. Enfin, il en sortait en tout cas. Et je trouve qu'il s'en était. J'ai pas revu le film depuis assez longtemps. C'est pas lui qui est le meilleur dans le film. Hein. C'est pas lui qui est le meilleur. Il joue un peu l'épilepsie, il est un peu. Ouais, mais il était extrêmement convaincant pour un gars, et je pense que ça lui a beaucoup servi ça lui a beaucoup servi dans le reste de sa carrière, parce qu'il a pas eu à faire, je vais sortir la formule éculée, mais il a pas eu à faire son Ciao Pantin comme Coluche après 15 ans de films comiques, quoi. C'est très rapidement dans sa carrière ciné que il a eu le droit à avoir un rôle pas très gaulerie. Donc non, on parlera peut-être des drames plus tard, mais je pense qu'il y a pas. Bon, évidemment, si on parle de La French ou d'autres films comme ça, où c'est un peu plus compliqué, mais bon. Et pour revenir à la question initiale, non, OSS 117. Et toi, Max, tu es OSS, tu es team OSS? Écoute, moi, je suis totalement team OSS. Évidemment, je crois qu'on pourrait même limite évacuer tout le reste de la filmo de Dujardin à une ou deux exceptions près pour se concentrer sur les deux OSS et décider définitivement lequel des deux est le meilleur. Ah, toi, débat. Ok. Ah ouais, d'accord. Débat direct. Vas-y. Bien sûr, évidemment, enfin, si la question se pose, hein, évidemment, c'est le deuxième qui est le meilleur des deux OSS. Je suis obligé d'être d'accord avec Max. Et oui, même si j'aime beaucoup le premier. À mon sens, il y a un manque de rythme absolu dans le premier OSS. Tout 117. ça parce qu'il y a des nazis dans le deuxième, quoi. Non, pas du tout. Non. Il y a le spectre du nazisme quand même dans le premier aussi. Oui, aussi. Non, il y a un crocodile qui tourne sur une broche. Il y a un canard en bateau canard. Enfin, il y a tellement de choses absurdes. Moi, j'adore cet humour absurde, justement, que je retrouve peut-être un petit peu moins dans le premier. Mais surtout, je trouve qu'il y a un manque flagrant de rythme dans le premier qui m'avait embêté à l'époque. J'avais commencé à le regarder, pour tout te dire. Je l'avais arrêté. Et quand le deuxième est sorti, je me suis motivé pour aller le voir au cinéma. Je ne sais pas pourquoi. J'étais mort de rire du début à la fin. Et du coup, je suis reparti sur le premier après. Et alors, t'as pas réévalué le film à la hausse quand même, parce que mais il est excellent le premier. Là, effectivement, après coup, tu te dis ok, d'accord, le boulot était bien fait. Mais j'ai quand même plus de sympathie pour le second. Je trouve un peu plus speed, un peu plus. Moi, j'ai un truc avec OSS. Je pense que le véritable génie derrière, c'est Hazanavicius et aussi Jean-François Alain, l'auteur, grand auteur de grande époque des Guignols. C'est qu'Hazanavicius, il contrôle parfaitement Dujardin et il lui dit exactement comment il faut jouer, c'est-à-dire il faut le jouer pas comme une parodie, mais comme un pastiche en fait. Ouais. Il faut le jouer très très sérieux et très très premier degré. Et du
coup, on a une espèce de proto Roger Moore et c'est ça qui fonctionne à mort avec Jean Dujardin. C'est que le mec, il va voir les populations d'Afrique et il leur dit en plein à l'époque où ils sont encore des provinces françaises, et il leur dit ton raïs, tu vois, en parlant de René Coty. C'est le décalage absolu entre l'extrême imbécilité et son sérieux, en fait, ce qui fonctionne avec. C'est vrai que c'est un peu il y a un point commun qui est assez important, je trouve, entre OSS 117 et les Austin Powers, c'est le soin apporté par leurs réalisateurs respectifs à l'image, donc avec un vrai respect, que ce soit les transparences derrière les scènes en voiture avec les fonds qui circulent derrière, etc. Enfin, en gros, le joli cinémascope, le côté vraiment très couleur de l'époque. Bref, ils ont vraiment fait gaffe à respecter l'esthétique 60s, 70s, etc. Enfin, surtout 60s. Et autant dans Austin Powers, pour le coup, Mike Myers partait complètement dans son délire outrancier, mais qui faisait le sel du personnage. Autant là, dans les OSS, il y a la fidélité aux images, mais comme tu disais, le fait de canaliser Dujardin pour que ces outrances n'en paraissent que plus quand il sort les trucs en parlant de, je cite, Shintok, etc. Enfin, quand il sort ces énormités beaufs, racistes, dans extrêmes. N'importe quel autre film comédie française, ça se planterait, ça. Ouais. Et c'est pour ça d'ailleurs aux dernières nouvelles, je me suis pas renseigné parce que c'est un peu notre Ghostbuster 3 finalement, le OSS 117.3, c'est l'espèce d'arlésienne dont on parle à chaque fois qu'il y a une sortie d'un nouveau film de Dujardin. Les gens lui posent la question, il en est saoulé. Idem pour Hazanavicius, quand il sort un film, il en peut plus de répondre aux questions sur OSS 117. Mais s'il devait y avoir un troisième OSS 117, j'espère que, à titre personnel, j'espère qu'il y en aura un bientôt, pas un truc à la Bronzée 3 dans 20 ans. Parce que Jean Dujardin n'est pas éternel. C'est ça. Il prend des petits coups de vieux chaque année. Mais je parlais de ça parce que justement, tu parlais de la façon dont lui arrive à sortir des trucs qui, chez d'autres, sonneraient très mal et qui poseraient éventuellement problème. C'est que ça faisait partie des raisons pour lesquelles Dujardin se sentait pas trop chaud de visiblement y retourner. C'est que dans la France post-Charlie, post-attentat, tout ça, le contexte, disait-il, socio-politique, faisait que ce genre d'humour pouvait éventuellement prêter à confusion. Et bon, ça me ferait vraiment chier que même si c'est une excuse qui est écoutable, recevable, mais ça serait un peu baisser les bras, je trouve, de se dire oh non, ça risque de déranger 2-3 personnes. Au contraire, j'ai envie de m'écouter juste une vanne pour me remettre bien en condition. Bonjour. Est-ce qu'il serait par hasard possible, j'ignore si ça existe, de consulter un fichier sur lequel il y aurait les noms et adresses d'anciens nazis établis au Brésil? Il y a forcément une amicale d'anciens nazis, ou un club, une association, mémorial nazi peut-être. Monsieur, sachez que l'Allemagne est une démocratie et qu'en aucun cas, une ambassade allemande pourrait être au courant des agissements d'anciens nazis. Oui, mais enfin, entre Allemands... Tous les Allemands ne sont pas nazis, monsieur. Oui. Je connais cette théorie, oui. Je crois que je vais vous demander de partir, monsieur. Soit. Chou blanc, donc. Au Wiedersehen. Putain, je pourrais écouter ça pendant des heures. Et vous savez quoi, je connais cette théorie. Pour enregistrer ça, je me suis rebatté tous les massages en boucle et je me disais qu'est-ce que je vais me mettre comme extrait. Ils sont tous plus hilarants les uns que les autres. Je pense que t'aurais plus de mal si t'avais voulu focaliser l'émission sur Brazen Ice. Ouais, c'est ça le problème. Surtout que là, en plus, pour moi, ce qui fonctionne vraiment, c'est que il y a non seulement Dujardin qui est quand même très très bien dirigé, ce qui est quand même assez rare à mon avis dans sa filmo, mais c'est qu'en plus il y a le génie d'Hazanavicius derrière qui fonctionne sur l'image. Malheureusement là on n'a pas le support, mais OSS 117 c'est une image ultra travaillée, c'est des gags visuels et pas seulement écrits, et puis t'as aussi l'habillage, la musique derrière qui est complètement absurde, complètement décalée. En fait c'est un tout, et à mon avis ça fonctionne pour Dujardin parce qu'il a ce petit côté clown rigolo, mais ça fonctionne surtout effectivement parce que derrière t'as un véritable génie du cinéma comique. Et même les seconds rôles sont toujours bien. Enfin, genre, ouais. Bérénice Bejo, elle me fait hurler de rire tout le temps. Je sais que toi, t'es un petit fait pour Carlotta, Max. T'aimes bien les femmes fatales en uniforme nazi. C'est ça. Non, vraiment, et c'est ça qui est génial, c'est qu'il a créé tout un univers, et du coup, on est un peu nostalgique de ce moment-là, et quand on regarde le reste de la filmo, et vous savez quoi, je vais encore m'en écouter un extrait avant de passer au reste de sa filmo, parce que... Quel gourmand. Non, mais tu sais quoi, je m'en lasse pas. Je voulais vous remercier encore, Hubert, pour tout à l'heure, et vous dire que j'étais très fière de faire cette mission avec vous. Je comprends. À ce propos, je voulais vous dire, je sais que vous êtes très admiratif de moi, de ma carrière.
Vous connaissez ma vie, vous connaissez mon métier, vous savez que j'ai toujours été un rempart à la barbarie. Malheureusement, tout cela a un prix. Dolores, je vais être un petit peu brutal, mais si jamais il devait se passer quelque chose entre nous, il m'est impossible de m'engager avec une femme. Avec moi, les histoires d'amour ne s'écrivent pas dans le temps. Ce sont des histoires courtes, compactes, passionnelles. Je ne sais pas vivre autrement, Dolores. D'aucuns ont des aventures. Je suis une aventure. Et je me devais de vous en prévenir. C'est très aimable. Merci, Hubert. Je vous en prie. Vous êtes aimable. Et que se passe-t-il? Rien. Vous n'aimez pas les hommes? Mais si, pourquoi? Je sais pas, vous retirez votre main comme si je... N'en parlons plus, Hubert. C'est parce que je ne suis pas juif, c'est ça? Pourquoi vous dites ça? Je sais pas, vous avez une religion qui est tellement... Tellement quoi? Bien déjà, c'est une religion qui interdit les saucisses, il me semble. Et rien. Faisons comme si c'était normal, après tout. Pas de saucisses, pas d'alcool, les femmes voilées... Enfin... Excusez-moi, mais enfin, c'est quand même... Quand même quoi? Mais ça fait un peu Jacadi a dit, pas de charcuterie, hein, vous trouvez pas? Non, je ne trouve pas. De plus, vous confondez les juifs et les musulmans. Vous jouez sur les mots, Dolores. Puis vous savez, de vous à moi, c'est peut-être ça aussi qui agace un petit peu les gens. Le côté je suis juif, donc j'ai raison sur tout. Je suis désolée si je vous ai vexé, Hubert, mais je ne m'excuserai pas. Quant à vos analyses sur les juifs, sur les noirs, sur les femmes, j'aimerais bien que vous les gardiez pour vous à l'avenir. Plutôt vous qui avez l'air vexé, hein. J'ai l'impression que c'est le Twitter de 2017 adapté à l'avance. J'étais en train de me dire au contraire, bon, il faut absolument qu'on ait un 3e OSS parce que c'est tellement moderne comme approche. C'est le mec qui se moque d'absolument tout. C'est super frontal, quoi. Et je pense que ça nous ferait beaucoup de bien en France d'avoir ce genre de comédie en ce moment, au contraire. Ouais, mais il est arrivé un problème en fait. Après OSS, il est arrivé un grand drame dans la vie de Jean Dujardin. Et il faut en parler, il a eu un Oscar. Et un prix d'interprétation à Cannes, pour le même rôle. Putain, c'est ouf de rien d'y penser. Donc il a eu son prix pour The Artist. Pourquoi c'est ouf? Parce que j'ai écouté il y a pas si longtemps un podcast de critiques américains et ils se disent, tu te souviens le film qui a eu un Oscar il y a 5 années, et il dit The Artist, et là il fait oh putain. Et c'est vrai que la portée de The Artist s'est arrêtée genre presque tout net, quoi. Il a eu son Oscar et après plus personne n'a parlé du film. Et c'est pas que son interprétation méritait pas de prix, parce que il était quand même. Enfin, moi j'aime bien The Artist, hein, j'avoue. Je suis pas un fan absolu, mais j'aime beaucoup le film. Quand je l'ai vu, je me suis dit il y avait déjà je l'ai pas vu à Cannes, tu vois, je l'ai pas vu dans les premières personnes qui ont découvert le film, donc j'étais déjà surexposé à le rouleau compresseur médiatique, etc. Et malgré tout, même en ayant cette pression là presque sur les épaules en tant que spectateur, j'avais quand même trouvé que le film n'avait pas volé ses louanges, quoi. Moi j'ai trouvé ça ok. Et t'as fait un petit extrait des dialogues du film? Et non, bizarrement. Et non, mais en plus, le pire, c'est que la seule phrase qu'il dit du film, elle est pas très bien jouée. C'est la dernière impression qui m'est restée du film. Je dis, ah merde, et ça jurait tellement par rapport au reste. Oui, et donc il a eu cet Oscar, et à partir de là, sa filmo est partie un peu en sucette. Donc c'est quand même un parcours. C'est l'internationalisation de la filmo, quoi, avec ce côté, on t'apparaît 3 secondes, j'exagère, 3 minutes chez Scorsese pour Wall Street, d'un autre côté tu vas faire le louche en France, enfin c'est le côté grand écart. Son problème lui, c'est que il savait pas baragouiner un mot d'anglais, ce qui d'ailleurs était pas très gênant pour ces artistes, et qu'il a dû être coaché tant bien que mal. Ça se voyait que même si, j'ai des images assez vivaces d'apparition du Dujardin dans des late shows américains, dans des talk shows où il s'en sortait en faisant son De Niro qu'il faisait déjà en France, même si là du coup il essayait de le faire un peu plus en VO qu'en VF, ou sa fameuse tête de chameau. Voilà. Et en même temps, bon, ça allait, parce qu'il a un vrai talent de déformation faciale, de plastique, de mimique et tout. Mais c'est l'école nous c'est nous, quoi, tu vois. Voilà, c'est ça. Mais du coup, bon, il était quand même un peu coincé pour faire un truc à la Omar Sy, quoi, en termes dépaysement. Et puis il y a eu cette pochade qui est Brice de Nice, Max. Et Pourquoi tu me regardes comme ça? Parce que je sais que tu as une petite affection pour Brice de Nice, ou un petit côté surfeur aussi. C'est vrai que c'est un peu ton idéal. Ça doit être ça. Ouais. Non, je trouvais ça absolument lamentable. Non, c'est très mauvais. Tu parles duquel des deux, le premier? Le premier, parce que je me suis pas infligé le second.
Mais non, c'est tout ce que j'exècre dans le cinéma français, dans la comédie française. Mais c'était une pochette qui a au moins réussi à capter l'air du temps. Et je pense qu'aujourd'hui, par exemple, Brice de Nice, qui a été un énorme carton, en tout cas le premier, le deuxième non, c'est vraiment qu'il avait réussi à capter quelque chose, quoi. Comme c'était un proto-youtubeur déjà à l'époque. Bien sûr. Ouais. C'était c'est le problème du film, c'est le problème en général des films tirés de sketch. J'allais dire les films à sketch, on va pas parler des infidèles, mais les films tirés de sketch. Mais mine de rien, enfin c'est pas nouveau. Le SNL aux États-Unis, il y a eu plein de films qui ont été tirés de certains sketchs. Certains ont été réussis et sont devenus cultes comme les Wayne's World, et d'autres ont pas laissé un souvenir très 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 marquant. Et Brice de Nice, c'est ça. Même moi, je me suis infligé pour le coup Brice 3, sachant que le film, la meilleure vanne du film, c'est quand même le titre. Le 2, on l'a cassé. Et bon, le film est assez mauvais, mais il y a comme t'as presque l'impression de voir justement une succession de sketchs, il y a pas heureusement sur 1h40 ou je sais plus combien de temps le film dure, t'as quelques bribes par moment de trucs qui vont te faire esquisser un sourire, une réplique absurde qu'il a sans doute improvisée ou un maquillage outrancier, un truc comme ça. Mais sinon c'est quand même le truc le plus drôle avec Brice 3, c'est qu'il avait foutu un faux Brice 3 sur internet. Et le film commence et puis en fait on voit ce crétin pendant 2 heures, le personnage qui joue bien sûr, pendant 2 heures, et puis ça c'était assez rigolo comme happening, mais il commence à avoir une filmo un peu compliquée, puisque il avait fait ce tu souris Max, mais les petits mouchoirs quand même, tu vois, il était un peu l'axe moral des petits mouchoirs, c'est lui la belle personne des belles mouchoirs. J'ai envie de dire que c'est quand même la seule chose à sauver dans les petits mouchoirs. Ah ouais, sa tête d'Elephant Man là. Non, c'est quand il se prend la voiture le beau plan séquence là. Ah oui, beau plan séquence. D'accord. C'est très très bien. Parce que moi c'est pas lui d'ailleurs, c'est le plan séquence qui est chouette. Je me souviens que d'Elephant Man. C'était très perturbant. Et donc il se fait une espèce de néo-carrière de lui-même en fait, c'est-à-dire il devient la parodie du mec sympa. Je sais pas si vous avez vu Un homme à la hauteur. Oui, je l'ai rattrapé avant de venir. Alors qu'est-ce que t'en as pensé? Écoute, c'est compliqué. C'est très compliqué, je dirais que bon, il y a une métaphore évidente qui est tellement, qui est ultra simpliste, mais il rétrécit numériquement dans le film, et t'as l'impression que son talent aussi est rétréci, que ça, voilà, sa personnalité, tout ça est vraiment passé au lave-linge à une température un peu trop forte. Si t'enlèves le physique, il reste plus rien. Et voilà, c'est ça. Et pourtant, il y a quelques bribes dans le film où voilà, il est sympa. Moi, le film a dérangé un peu moralement pour le côté pas que c'est un acteur de taille normale qui joue une personne de petite taille, ça c'est pas du tout gênant, mais c'est plus le côté ok, si t'as du fric, c'est bon, tu peux draguer sans problème, etc. Ça c'est un peu le problème de beaucoup de comédies françaises. C'est le rapport à l'argent en fait. Le problème c'est pas le problème d'auteur, c'est que lui il est blindé de thunes et ils sont tous blindés de thunes, ils font des sons en parachute. C'est ça, ils vont faire leur petit week-end rapidos. Non mais le truc dans Un homme à la hauteur, ce qui est assez marrant, c'est que justement pour appuyer sur le côté il est rétréci et il est pas que à l'image, mais aussi en termes de jeu d'acteur et tout. C'est que pour moi la meilleure scène du film, c'est un peu, on parlait des petits mouchoirs avec l'intro et tout. La meilleure scène du film d'Un homme à la hauteur, pour moi, c'est le très belle scène de début, qui est un plan séquence où il apparaît pas, on entend juste sa voix, il est au téléphone avec Efira, dont il vient de choper le portable et il l'appelle à son domicile. C'est assez bien trouvé. Et puis bon, juste il fait le taf. En sachant que c'est un remake en fait. Oui, c'est un remake d'un film argentin ou colombien, je sais plus, argentin. Voilà. Et donc bon, il y a une idée au début qui est pas mal et tu te dis ça peut-être pas trop mal partir. T'avais vu la bonne annonce, tu savais que ça allait pas porter des quiproquos. Et puis non, en fait c'est quand même assez. Sauf que là on parle encore de la réal, de l'écriture, du scénario, de tout ce qu'on veut, sauf de Dujardin. Ouais. En vérité. Je crois que le vrai problème avec Dujardin, c'est que c'est un mec qui sort, comme tu disais, c'était un petit peu le syndrome youtubeur avant l'heure. C'est juste un mec qui avait quelques mimiques, quelques expressions, qui s'est inventé un ou deux personnages, qui se complaisait dans des parodies de parodies dans des sketchs. Et finalement, il a du mal à sortir de tout ça. Il y avait une bande surtout. Il était entouré. Je crois surtout qu'il y a des réals qui ont essayé de le sortir tout ça malgré lui peut-être, justement parce qu'il était bankable. Effectivement, le mec gagne un Oscar, donc forcément voilà, il fait des millions d'entrées avec ses comédies en France. T'es un réal, t'as envie d'avoir un comme ça à ton générique, sauf que il est pas forcément capable de tout faire. C'est pas un Jim Carrey, c'est pas un mec comme ça. Il est pas capable de jouer nécessairement à la fois du drame, de la comédie, de la romance, machin. Enfin, c'est quelqu'un qui est quand même très limité dans son jeu. Ça reste comme tu disais, des petits sketchs avec ses potes devant une caméra, quoi. Mais s'il est limité, il faudrait qu'il nous fasse juste OSS, ça nous conviendrait. Il y a juste un truc sur lequel on va conclure. C'est quand même, il est en train de se faire une
nouvelle carrière depuis l'année dernière, puisqu'il a joué dans 2 Lelouch successifs. Il a joué dans 1+1, qui a aussi le même problème que tu soulignais, Alex, c'est-à-dire le problème de relation à la richesse, en fait, puisque c'est 2, Elsa Zimmerstein et lui, qui se séduisent en Inde, donc entourés de pauvreté, et ils sont quand même là en train de se pécho. Et ce qui était très très gênant. Et puis il y a le prochain Lelouch, puisqu'il est à l'affiche du prochain Lelouch. Il a un petit rôle et il joue lui-même, encore une fois, le mec sympa. Et en fait, le problème, c'est que quand tu le vois en fait jouer le mec sympa, il joue comme Gilles Lelouch en fait. Il est, tu peux pas les distinguer. C'est un peu même Guillaume Canet, tu vois, cette espèce de un peu indigent en fait, je dirais. Et c'est très perturbant en fait la carrière qu'il est en train de se faire. Et je lui souhaite quand même de voir quelques films. Moi, je t'interromps, je pense à ça. En fait, vous avez vu le bruit des glaçons ? Ouais. Ouais, toi tu l'as vu, t'en as pensé quoi ? J'avais été déçu en fait. J'avais de mémoire assez bien aimé Dupontel parce qu'il était dans l'exagération de son personnage. Il joue littéralement, rappelons-le, le cancer du personnage du jardin qui est en train de bouffi par l'alcool, cirrhosé à mort. Quelle bonne idée à la base. Voilà, plutôt bonne idée. Il y a un oublié, tu peux dire ça allait. Mais bon, ça fait longtemps que je l'ai vu à sa sortie en salle, donc mes souvenirs sont pas hyper nets. Ouais. J'ai peut-être vu d'ailleurs moi-même alcoolisé. Mais non, du jardin m'avait pas laissé un souvenir. Voilà, là c'est typiquement. Moi, je suis sorti au bout de 20-25 minutes de la salle. Hein. Je suis pas allé au bout tellement que je trouvais ça absolument affreux, gênant, tout ce qu'on peut imaginer. C'est un on va dire que c'est un billet mineur. Hein, c'est très très rare. Pour le coup, moi, c'est très très rare que je fasse ce genre de démarche, que je sorte d'un film avant la fin. Mais là, c'était horripilant au plus haut point, et c'est exactement ce que je déteste avec l'utilisation du jardin, c'est ce côté. On va essayer de lui faire des choses qu'il ne sait pas faire parce qu'il est bankable. Et voilà. Et à l'opposé, il y a plein de petits films qu'on n'a pas mentionnés. Moi, je pense par exemple à 99 francs. 99 francs. Absolument génial. Ah ouais, toi tu es plus team 99 francs. Moi, je l'adore, vraiment. Disons qu'encore une fois, il y a Yann Kounen, quoi. Et encore une fois, il y a quelqu'un qui a du talent derrière et qui sait le diriger en fait. C'est un mec Nicolas Bruno au scénario, Nicolas Bruno, des messages à caractère formatif. Les dialogues sont assez bien quand même, si parfois ils sont tels quels tirés du bouquin de Beck BD. Mais je l'ai revu il y a pas si longtemps que ça, 99 francs, et il est un peu vieilli quand même. Enfin, c'est un peu fatigant. Il y a un rythme effréné, mais c'est le sujet qui l'exige. Bien sûr. La vie effrénée de cocaïnomane. La Beck BD exploitation, quoi. C'est la Beck exploitation. J'ai pas osé voir la suite sans lui. Des suites, quoi. J'ai pas osé voir la suite sans lui. Mais pour le coup, Dujardin était parfait là-dedans. Il était fait pour ça, ce côté hystérique. Alors d'habitude, on donne un prix sur lequel on irait voir Dujardin. Quand c'est OSS, moi, écoute, je suis prêt à payer 2 fois le prix du billet. On est prêt à kickstarter OSS 117.3. Mais oui, quelle bonne idée. Il a cassé notre Codévie, voilà. Mais là, pour une fois, on va juste se contenter des recos. Alex, est-ce que tu as une petite reco? Pour rester dans le Dujardin-verse, je vais juste passer une reco d'une série qu'il a produite, et il a joué un petit peu dedans rapidos, mais c'est de la figure presque. Et c'est une série courte, un format court qui s'appelait Palizzi, qui passait à l'époque, je crois, sur soit sur Comédie, soit sur 13e rue, je sais plus. Et c'est une série qui est faite par son pote Arsène Mosca, qui est vraiment un second rôle. Le nom vous dit rien, mais si vous le googlez, vous allez tout de suite le reconnaître. Il joue dans SS 117 le rôle du rebeu nazi. Et voilà, dans Palizzi, c'est une histoire d'un espèce de mafieux parisien, mais en fait il est plus mytho que mafieux, etc. Et c'était Dujardin qui a une de ses premières prods, parce qu'il a monté sa boîte depuis, et ça date de 2007, donc ça a 10 piges. Je crois que ça se trouve encore assez facilement, d'ailleurs plus ou moins légalement gratuitement sur des sites comme YouTube et autres. Et ça, voilà, dans le genre format court, c'est loin d'être le truc le plus indigent qu'on ait fait en France ces 10 dernières années. Max? Écoute, moi j'ai pas spécialement de reco avec Dujardin, donc je vais aller plutôt sur Hazanavicius. Donc la classe américaine, hein, évidemment, le grand détournement qui est pour moi le maître étalon de la comédie complètement loufoque, et en plus la magie c'est que c'est assemblé avec des bouts de film. Il y a même pas une scène qui a été tournée pour ce truc-là. Ça se trouve sur YouTube, c'est vraiment à mourir de rire. Moi je connais absolument toutes les répliques de ce film, et puis si vous avez la flemme de regarder le truc en entier, il y a son petit frère qui s'appelle Derek contre Superman, qui dure 16 minutes et qui est absolument parfaitissime. Ouais, c'est vraiment un shot d'humour à se prendre. Michel Boujna. Et moi je vais recommander au début je voulais recommander un truc d'espionnage, parce que OSS genre Moebius. non, je pensais plutôt, tu vois, au James Bond tardif de Roger Moore, tu vois, genre View for Dangereusement Vôtre, qui sont vraiment genre à la limite du nanardeux. En plus où Roger Moore, il a déjà 64 ans, il faut qu'il se fasse doubler pour ouvrir des portes, enfin c'est pathétique. Et
en plus il couche avec Grace Jones, tu vois. Et, genre, tu ne crois pas du tout à la saison. Lui, il approche les 70 piges, quoi. Et en fait, non, j'ai repensé à un truc. Les Infidèles que tu mentionnais juste avant, Les Infidèles est un film que j'exècre au plus haut point. Je déteste Les Infidèles. Je trouve que Gilles Lelouch et Jordi Deras sont atroces dedans. Leur blague finale où ils finissent par s'enculer, c'est nul, c'est pathétique. Mais il y a un short de Hazanavicius dedans. Et le short d'Hazanavicius, c'est Jean Dujardin qui essaye d'emballer une de ses amies en séminaire, en fait. C'est un séminaire super glauque. Et là, encore une fois, tu vois, c'est la patte Hazanavicius, c'est que c'est vraiment réalisé. On dirait vraiment un truc d'entreprise. On dirait que ça a été tourné dans un hôtel, un campanile de bord d'autoroute. Et il essaye de la draguer. Il va dans sa piole et il fait sympa, on voit le parking de la fenêtre. Et c'est pathétique. Je crois que c'est Isabelle Nanty qui essaye de pécho et il est vraiment, vraiment, vraiment pathétique. Et c'est encore une fois, quand t'es bien dirigé, quand il se passe un truc, là, tout n'est pas. T'as réussi de me donner envie de revoir ce film. Ah non, mais alors, je déteste le film vraiment tout. Et en plus, tous les autres shorts sont à chier. Il y en avait un qui était censuré, qui était pas sorti en salle, justement, de Kounen. Ah, de Kounen, qui était dispo sur l'édition, je crois, Blu-ray ou DVD. Ah oui. Ah non, mais je pense qu'il doit être dispo sur YouTube, peut-être. Peut-être, faudrait chercher. On va chercher. Merci à OSS Jules à la technique. Pour nous retrouver, MDR, c'est sur iTunes et sur toutes les applis dédiées au podcast, à SoundCloud. Donc, merci de vous abonner, de nous laisser des commentaires et même d'en parler autour de vous. La semaine prochaine, c'est le retour à une comédie un peu plus traditionnelle. Je vous laisse la surprise. À la semaine prochaine. Vous avez aimé ce que vous avez entendu? Vous allez adorer Flashback avec moi, Antoine Julien. Et moi, Antoine Cyr. La seule émission entièrement consacrée à l'actualité des classiques du cinéma. On parle maintenant des rétrospectives et la première d'entre elles est consacrée à un très grand cinéaste, Monsieur John Borman. Avec des ressorties. Des rétrospectives. Des histoires de cinéma. Alors, c'est elle aussi, Joan Crawford, une star en déclin de l'âge d'or d'Hollywood. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'existe pas de personnalité qui soit plus opposé à Bette Davis que ne l'est Joan Crawford. Des livres et des DVD. Et bien sûr, des invités. Costa Gavras, bonjour. Bonjour. Merci infiniment d'être avec nous dans Flashback. Un programme de séance radio à retrouver sur SoundCloud, iTunes et toute autre plateforme dédiée.